Merci donc de m'accueillir. Je veux d'abord excuser l'absence d'Alexandre Leboulch qui devait intervenir avec moi et qui a été retenu pour raisons professionnelles. Mais je vais profiter pour quand même introduire notre invité qui, lui, est là. Donc Jean-Louis Dehaye, cette fois-ci, je n'estropille pas votre nom. Donc vous êtes consultant, formateur, médiateur à Efficio, qui est un cabinet qui propose des activités de conseil en stratégie, en management. Il a créé le cabinet en 2000 suite à des expériences en tant qu'éducateur spécialisé, de cadre intermédiaire, puis de directeur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, alors je vous donne la parole. Oui, en effet, c'est un peu par hasard que je suis devenu consultant formateur et médiateur après un parcours relativement classique d'éducateur spécialisé dans ce qu'on appelait chez nous les instituts de rééducation. Ça s'appelle maintenant ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et bon, là, j'ai occupé les fonctions d'éducateur, de chef de service et de directeur adjoint en Anjou. Ça n'a rien à voir avec Anjou au Québec, à l'ouest de la France. Et puis, j'ai ensuite occupé le poste de directeur dans une maison d'enfants à caractère social et un centre de formation professionnelle qui offrait la particularité d'accueillir 2/3 de jeunes en alternative à l'incarcération. Et dans ce contexte-là, il y avait énormément de violence à tous les étages, d'où la nécessité de réfléchir à la mise en place d'une démarche pouvant permettre un petit peu d'apaiser ce contexte. Puis je suis revenu dans mon Anjou natal, prendre la direction d'un établissement, de plusieurs établissements qui accueillent des adultes en situation de handicap. Et la lettre de mission qui m'était faite comprenait deux objectifs. Le premier, c'était de restaurer les droits des personnes qui étaient accueillies, ces droits étant largement piétinés, et puis de faire en sorte que les professionnels soient mieux considérés, puisque de fait, ils étaient associés à aucune décision. Tout à l'heure, la première intervenante a parlé de la nécessité que les professionnels soient associés. C'est évidemment capital. Et puis Stéphane Martin a aussi rajouté l'importance du contexte qui est garant de l'éthique. Alors c'est un peu à partir de cette double logique que je vais développer mon propos. À partir d'un premier dessin qui est plus qu'un discours. Vous arrivez à voir les dessins ? Donc, je voudrais d'abord marteler un triple leitmotiv. Donc je vais beaucoup parler de l'organisation et du management, puisque c'est la commande qui m'a été faite. Et je voudrais dire que jusqu'alors, une journée et demie, un peu plus d'intervention, je trouve qu'on a beaucoup parlé, et c'est souhaitable, de l'éthique par rapport aux usagers, en évoquant très très peu l'éthique institutionnelle, l'éthique managériale, qui me semble devoir être rappelée et martelée. À part monsieur... J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. À part monsieur Boulet hier, qui a parlé du management et de la place des cadres. Donc, triple leitmotiv, mon propos est bien de dire qu'on ne peut pas diriger un établissement, piloter un établissement, travailler dans un établissement où il n'y a pas cette volonté concomitante d'assurer autant la bientraitance des professionnels que la bientraitance des bénéficiaires. Je vais plus loin en disant que seuls des professionnels bien traités peuvent être bien traitants. Le travail social s'appuie également sur un processus de co-construction. La définition du travail social a été reprécisée par le Haut Conseil national, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais le retrouver, qui dit le Haut Conseil... Le Haut Conseil du travail social, ça ne peut pas être plus simple, qui dit que le travail social doit s'appuyer sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs en sciences sociales et en sciences humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social qui ont construit et développé une expertise, donc ça a été bien rappelé, je pense, ces dernières heures, mais aussi, ça a été dit avec l'autodétermination entre autres, sur les savoirs issus de l'expérience des personnes concernées, les bénéficiaires, mais également leur entourage familial et personnel. Donc cette définition du travail social
permet de bien insister sur cette logique de co-construction. J'y reviendrai à plusieurs reprises. Et puis, puisque je suis au Québec et que j'ai le plaisir d'y être accueilli, il y a aussi cette définition qui a été posée par un institut de management. Vous le retrouverez sur les notes, c'est marqué en bas de page, qui dit qu'il y a 4 valeurs qui permettent d'adopter une conduite éthique: l'honnêteté, la responsabilité, le respect et l'équité. Je voudrais, en guise d'introduction, insister aussi sur 3 préceptes de bon sens à partager. Alors vous connaissez sans doute tous Roland Janvier, qui a écrit « Mettre en œuvre le droit des usagers », qui a écrit aussi « Éthique de direction en action sociale et médico-sociale », et qui est l'un des artisans, en France en tout cas, de la loi 2002 qui a rénové l'action sociale et médico-sociale. Et il nous dit, dans cette chaîne vertueuse de bienveillance des uns et des autres, que bien veiller les uns sur les autres, c'est développer le travail d'équipe indispensable à la réussite du projet, que bien veiller les uns pour les autres, c'est porter la qualité des relations humaines au premier rang des préoccupations, que bien veiller les uns avec les autres, c'est affirmer qu'ensemble les acteurs peuvent faire plus et mieux que chacun dans son coin, que bien veiller les uns et les autres, c'est prendre les moyens d'être suffisamment bien collectivement pour concentrer les attentions sur ceux dont les professionnels ont à prendre soin. Se retrouver aussi dans la combinaison de la règle des 3 P. Alors, ça, c'est le livre de chevet de Stéphane. Moi, j'ai un livre de chevet aussi qui s'appelle « Oser la confiance ». Et dans « Oser la confiance », les auteurs, Martin, Lénart et Jarosson, insistent sur la règle des 3 P. La protection, à partir de règles du jeu et de valeurs partagées. La permission, à partir d'un fonctionnement qui permet aux professionnels de s'impliquer, de s'engager. Et puis la puissance, qui rejoint un petit peu l'empowerment dont on parlait hier, la puissance qui permet de libérer l'énergie des acteurs. Et puis le 3e précepte important, peut-être que vous avez entendu parler, sans doute, même de Marie-Sophie Dessol, qui était chargée de mission auprès de François Hollande, alors président de la République française. Donc, elle avait été missionnée pour mettre en œuvre la démarche de Denis Pifteau, zéro sans solution, une réponse accompagnée pour tous. Je ne sais pas, il a dû y avoir sans doute des choses un peu similaires dans tous les pays. Et elle nous dit que la dynamique des 3 C s'appuie sur la co-construction, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intelligence collective, sur la coopération, se connaître et se reconnaître, et la coordination avec et autour de la personne. Se connaître et se reconnaître. Donc le département des Alpes de Haute-Provence m'avait fait appel pour les accompagner justement dans la mise en synergie des différents partenaires qui pouvaient être concernés par la réponse accompagnée pour tous. Et quand on dit se connaître dans un petit département, parce que c'est un petit département, on s'est rendu compte que les gens ne se connaissaient pas et que bien évidemment c'était encore plus difficile pour tous ces partenaires de se reconnaître en tant qu'intervenant spécifique dans une complémentarité. Alors, ce schéma-là, je vous demande vraiment votre attention pour... d'habitude, il y a une animation, mais ce n'est pas grave. C'est un schéma que j'ai fait à partir de 2 apports. Un premier apport d'un dénommé Guy Le Boterf, qui a écrit de la compétence essai sur un attracteur étrange, et puis aussi à partir de la recommandation des bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM sur le questionnement éthique. Alors l'ANESM, l'Agence nationale d'évaluation des services sociaux et médico-sociaux, qui a été racheté ou bouffé, c'est selon, par la HAS, la Haute Autorité en Santé, en France. Le Boterf, il nous dit qu'il y a 3 sphères. Il y a la sphère de la légitimité, c'est-à-dire la sphère qui renvoie aux qualifications, qui renvoie aux expérimentations, etc., aux expériences des uns et des autres. Qu'il y a la sphère du sujet, qui a été beaucoup évoquée tout à l'heure, la sphère du sujet qui renvoie davantage à la personne, et puis la sphère du contexte, comme ça a été dit aussi, qui renvoie au cadre contextuel. Et le Boterf, il nous dit qu'à l'interaction de ces 3 sphères-là, il y a la compétence, c'est-à-dire le savoir agir. L'ANESM dit à peu près la même chose en disant qu'il y a la sphère des composantes professionnelles, la sphère des composantes personnelles et la sphère des composantes institutionnelles. Et l'ANESM dit qu'à l'interaction de ces 3 sphères, il y a l'éthique qui concerne le bien agir. Ce que j'essaie de dire au travers de ce schéma, qui est, je pense, assez simple à intégrer,
c'est qu'on peut être légitimé, on peut être qualifié, avoir bac+10 et avoir en tant que sujet des comportements que j'ose qualifier de merdiques ou d'inappropriés. Même si l'organisation n'est pas défaillante, ça ne fonctionnera pas. On peut avoir des sujets bien impliqués, avec des postures adaptées, qui peuvent ne pas être légitimés, y compris dans une organisation à peu près bien adaptée. Ça ne fonctionnera pas non plus. Ce que j'essaie de dire là, c'est qu'évidemment le contexte est important, l'organisation, l'organigramme, le projet de l'organisme gestionnaire, les projets d'établissement et de services, les projets personnalisés, la définition des rôles et des fonctions, les dispositifs de communication, etc. Donc le contexte, il est important, mais il faut, pour qu'il y ait une mise en lien du savoir agir et du bien agir, une réelle, une réelle détermination pour que toutes les fonctions soient légitimées et que pour que toutes les postures soient adaptées. Alors, oui, il y a des dessins qui sont peut-être un peu hard, hein, mais ça renvoie à du vécu. Alors, je renverrai au texte qu'on m'a dit qu'il allait être disponible, le texte de l'intervention, parce que je ne vais pas tout citer dans les actes de maltraitance et de mépris, mais il y a des actes qui correspondent à des rapports inadaptés, voire méprisants de professionnels à l'égard des usagers. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, il y a quelquefois des comportements qui sont inacceptables. Alors je peux aller plus loin sur cet aspect-là en disant qu'aujourd'hui encore, on est trop dans la représentation qu'on serait dans la délation si on osait poser des actes qui ne sont pas acceptables. Je ne sais pas si vous me suivez là. On va être plus dans l'évitement, alors qu'il devrait être naturel, d'un point de vue éthique en tout cas, il devrait être naturel de factualiser les situations de manière à pouvoir ne pas les reproduire lorsqu'elles sont négatives. Il y a des comportements indignes, parfois de parents, de personnes en situation de handicap, face aux institutions. Donc j'ai souvenir en tout cas de situations où les parents acceptent mal tout ce qui est sur le versant de la prise de risque, ce qui a été évoqué hier, pensant qu'il est évidemment beaucoup plus confortable qu'on soit dans l'hyperprotection que dans la mise en situation d'autonomisation. Je pense notamment à des situations de parents qui sont en même temps employeurs dans des associations de parents en métropole, qui n'imaginent pas un seul instant, enfin ont du mal en tout cas, excusez-moi si je suis aussi radical, mais ont du mal à imaginer que leur enfant est vraiment devenu un adulte et qui peut être un citoyen à part entière. Il y a aussi des états d'esprit dédaigneux de certains professionnels à l'égard de leur hiérarchie. Là encore, je pense qu'il faut sortir des vieux schémas où le patron était forcément un dictateur et où les syndicats étaient forcément des emmerdeurs, quoi. Je veux dire, on doit être aujourd'hui dans une logique de rapport humain où on respecte les places des uns et des autres. Il y a des relations odieuses et inacceptables entre professionnels. Donc on a évoqué un certain nombre de choses ce matin. Moi j'ai souvenir dans un établissement d'un éducateur homosexuel qui s'était fait plaquer au sol par un autre éducateur devant les enfants médusés. Et l'éducateur qui avait plaqué l'autre éducateur au sol disait « Tu n'imagines quand même pas que je vais travailler avec toi, sale pédé. » Ok ? Donc, alors vous allez me dire que je sors ça de ma tête. Non, c'est vraiment des situations qu'on peut rencontrer dans certains endroits, comme des professionnels qui arrivent le matin au travail, qui ne se disent même pas bonjour, qui vont accompagner un groupe, je pense à des adultes autistes, dans un foyer de vie, sans se parler de la journée, tout en animant l'activité toute la journée avec les mêmes adultes. Donc ça paraît à peine croyable, mais ce sont des choses qui arrivent. Il y a des représentants de personnel qui abusent de leur mandat. Donc j'ai rencontré, moi, dans certaines institutions, des délégués du personnel qui cumulaient leurs heures de délégation pour prendre une semaine de congé en fin de mois. Et ils étaient réélus, cela dit. Des pratiques pas toujours rigoureuses par rapport au financement public alloué. Alors on a parlé hier, je crois que ça a été évoqué, l'État-providence.
C'est fini l'État-providence, mais même si ça ne l'était pas, avant de demander des moyens supplémentaires, commençons déjà par bien justifier les moyens qui sont accordés. Je vais assez loin. Je pense en effet que dans beaucoup d'établissements, les EHPAD, etc., il y a des moyens humains qui sont insuffisants. Mais il faut aussi commencer par regarder si les moyens qui sont accordés sont bien utilisés. J'évoque souvent, je n'ai pas le temps là, dans le temps qui m'est imparti, non, c'est pas 5 minutes là, non. Dans le temps qui m'est imparti, j'évoque souvent la question des coûts cachés. Les coûts cachés qui sont liés au dysfonctionnement. Les coûts cachés qui, en fait, constituent des ressources cachées. Que si demain, on s'organise pour travailler de manière plus rigoureuse, avec de la rigueur partagée, eh bien peut-être qu'on va pouvoir optimiser les ressources dans d'autres domaines. Je vais passer très vite là sur la typologie des acteurs. Donc il est important dans une organisation de comprendre la typologie des acteurs. Jean-Pierre Moutinet, que vous connaissez sans doute pas mal au Québec, puisqu'il a travaillé à l'université de Sherbrooke pendant longtemps. Donc il nous a donné les 4 premières catégories. Les acteurs centraux du projet, ceux qui vont s'investir, les acteurs périphériques facilitants, qui vont répondre présent quand on va les solliciter, les acteurs confrontants, pour moi c'est la plus belle des catégories, ceux qui osent la confrontation, ceux qui osent se remettre en cause, remettre les autres en cause. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la 4e catégorie qu'il donne, c'est les acteurs indifférents, qui, demain est un autre jour, t'en vas la cruche à l'eau. Non, c'est faux ça. Bon, alors je passe rapidement sur les acteurs. Il y a d'autres catégories d'acteurs que vous pourrez découvrir à partir du document qui vous sera remis. D'autres acteurs qui sont victimes du burn-out, du syndrome de l'hôtesse de l'air, etc. Donc, créer les conditions de la réussite d'une approche plurielle, proactive et co-constructive, c'est avoir la volonté et le courage d'identifier et de remédier au pacte de non-agression, aux pratiques clandestines, aux non-dits et à leur entretien. On en a parlé également, aux tabous et aux dadas. Les tabous, c'est ce qu'on évite soigneusement. Les dadas, c'est ce qui est redondant, mais qui n'a pas forcément un intérêt capital. Au pas vu, pas pris, au c'est pas moi, c'est l'autre. Et donc, promouvoir la nécessité d'une transparence assumée et maîtrisée dans les pratiques professionnelles, les postures professionnelles, dans le fonctionnement institutionnel et dans la relation partenariale. Je suis obligé de faire comme ça. Donc, il faut comprendre l'intérêt d'un management. Monsieur, j'ai toujours encore, avait bien précisé hier que le management participatif était devenu un peu tarte à la crème. Ça veut tout dire et rien dire. J'y ai associé 4 autres qualificatifs, donc management proactif, qu'on soit davantage aujourd'hui dans l'anticipation. On est trop dans la gestion de l'urgence, dans le traitement de l'urgence. Co-constructif, en s'appuyant sur l'intelligence plurielle, participatif certes, mais un management de proximité qui responsabilise les professionnels au plus près de l'exercice de leurs fonctions. On arrête de marquer les gens à la culotte. En subsidiarité, en respectant scrupuleusement les délégations. Je me suis appuyé aussi dans mes réflexions sur l'approche de Kim Scott, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui nous dit qu'il faut éviter l'empathie désastreuse quand on est en poste de responsabilité. Être trop empathique, ce n'est pas forcément salutaire. Évidemment, éviter la duplicité manipulatrice et l'agression odieuse, et être davantage dans une logique de franchise radicale. Franchise radicale, ça ne veut pas dire qu'on partage tout, mais ça veut dire qu'au moins toutes les personnes concernées par certaines thématiques sont associées aux réflexions qui concernent ces thématiques. Alors, très rapidement, parce qu'il me reste encore 10 minutes, donc il y a un processus qui me paraît incontournable. Je dis souvent que dans les organisations qu'on accompagne, lorsqu'il n'y a pas de diagnostic partagé, on peut aller facilement dans le mur. Pour espérer une évolution, il faut toujours, première étape, évidemment, se mettre d'accord sur les règles du jeu. Deuxième étape, envisager un diagnostic partagé pour ensuite réfléchir aux évolutions souhaitables. Alors, je vais juste m'attarder en pré-conclusion.
sur un dysfonctionnement majeur pour moi dans les organisations. J'aurais pu en parler de plusieurs dysfonctionnements. C'est tout ce qui est autour de la communication. Donc, j'invite à des choses simples. Veiller à la formalisation rigoureuse des dispositifs de communication pour que les bons sujets soient traités aux bons endroits, au bon moment, avec les bonnes personnes, par les bonnes personnes. Ça ne devrait pas être compliqué, ça. Et pourtant, on voit des tas d'endroits où il y a des personnes qui sont présentes qui disent qu'elles n'ont pas grand-chose à y faire, et de fait, elles parasitent plus l'atmosphère qu'autre chose. Et puis d'autres qui sont absentes alors que leur place serait indispensable. Acquérir les réflexes aussi pour mettre fin aux sollicitations intempestives dans les couloirs et entre deux portes, pour ne pas apporter des réponses hâtives aux exigences d'immédiateté. Dans notre secteur, on ne sait pas dire non, et pourtant je crois que c'est Françoise Dolto elle-même qui disait que le non structurait, pour les enfants, mais aussi dans les organisations. Il faut savoir différer, pour éviter d'ailleurs de donner des informations qui pourraient être en fait que de la désinformation à terme. Avoir un cadre de réunion adapté, ça vous le verrez. Et puis je vais insister sur ce point-là, sur 4 domaines qui doivent nourrir les échanges. L'organisation et le fonctionnement, bien sûr, mais souvent ça prend les 3/4 de la réunion ou des temps de réunion. Ce que j'appelle la revue d'effectifs, ce qui permet de faire le point sur tous les usagers, sur tous les bénéficiaires, en évitant simplement de ne parler simplement que de ceux qui pètent les plombs. Ceux qui pètent les plombs, d'ailleurs, ils vont peut-être mieux que ceux qui sont inhibés dans leur coin, parce qu'eux, au moins, ils s'expriment. L'approfondissement d'une ou deux situations. Et puis, le 4e point qui est particulièrement important, la lecture des pratiques professionnelles et des pratiques managériales. C'est-à-dire se donner le temps de pouvoir poser des situations, y réfléchir ensemble. J'ai presque terminé. En guise de conclusion, voilà, c'est parfait. C'est quand même pas mal, là. Donc l'humain d'abord, quelques petites phrases que j'affectionne particulièrement. Seul un problème bien posé peut être résolu. C'est une évidence. Une autre chose plus importante, il n'y a pas de petite difficulté pour celui qui la vit. Je n'ai pas le temps de donner des exemples, mais ça doit vous parler. Certaines catégories professionnelles qu'on néglige peut-être un peu et qui vivent peut-être des difficultés. On peut inventer tout seul, on innove bien qu'à plusieurs. Et je martèle quelque chose d'essentiel, il n'y a pas de noblesse de fonction. Tous les acteurs d'une organisation font partie de la chaîne qui permet d'assurer un service de qualité. Et en guise de conclusion, parce qu'il n'y a pas de noblesse à être autour de cette table, avoir une fonction et une autre, mais il va falloir que je vous coupe la parole. Voilà, donc je termine en disant simplement, mettez du H dans votre GRH. Je vais simplement citer 3 H. Allez-y, ouais, allez-y. L'honnêteté. Avec cette citation de La Rochefoucauld, peu de gens sont assez sages pour préférer la critique qui leur est utile à la louange qui les trahit. L'harmonie de Montaigne, c'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. L'humilité, je vais en dire 4 en fait. L'humilité. La recherche de l'idéal m'a fait découvrir la beauté du compromis. Et puis, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, l'humour de Ionesco, où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité. Merci. Merci bien.